Plongeons au cœur des histoires réelles de vie qui inspirent pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle. Pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle du quotidien. Abonnez-vous maintenant, découvrez le pouvoir des histoires vraies, uniquement sur Histoire de Vie TV. C'était en 2011 à Libreville. L'air était lourd d'humidité et de désirs inavoués. J'étais juste une fille à l'époque, à peine sortie de l'adolescence, les yeux grands ouverts sur le monde mais l'esprit encore naïf quant à ses véritables rouages. Mes journées suivaient le rythme simple de l'école et des tâches familiales, une vie qui semblait sûre mais, honnêtement, d'une lenteur exaspérante. Mes amis, cependant, semblaient avoir découvert un raccourci secret vers un autre type d'existence. Elles parlaient, à voix basse, excitées, de placement, un mot magique qui promettait des sacs à main de marque, les derniers smartphones et des loyers payés dans des appartements loin des regards de la famille. Elles se faisaient appeler hôtesses, un titre qui scintillait de glamour et d'indépendance. Leurs histoires peignaient un tableau auquel je trouvais impossible de résister. Elles décrivaient des fêtes somptueuses dans des villas exclusives, des week-ends passés dans des hôtels luxueux, et les hommes puissants qui les couvraient de cadeaux, pour le simple fait d'être de belles et charmantes compagnies. Pour une fille comme moi, dont le seul revenu était la petite allocation de mes parents, ce monde semblait un rêve. Mes amis, autrefois aussi ordinaires que moi, étaient maintenant drapés dans des tissus coûteux, et leur rire avait une nouvelle résonance, pleine d'assurance. Elles me disaient que c'était facile. Il suffisait de sourire, d'être poli, d'assister à quelques événements, et l'argent coulerait à flot. La tentation était un murmure constant à mon oreille, un chant de sirène étouffant la petite voix de la prudence. La pression de les rejoindre fut subtile au début, puis elle devint écrasante. Elle me taquinait à propos de mes vieux vêtements et de ma vie simple. « Pourquoi galérer quand on peut vivre comme une reine ?» demandait l'une d'elles, Sandrine, en brandissant un tout nouveau téléphone comme un fruit défendu. Elle me donnait l'impression d'être laissée pour compte, coincée dans un monde de médiocrité pendant qu'elle s'envolait vers une vie de paillettes et de facilité. Le désir d'appartenir, de goûter à cette même liberté et d'échapper à la monotonie de ma réalité, commença à ronger ma détermination. Je voulais être comme elle. Je voulais être admirée, être vue, détenir le pouvoir que l'argent semblait conférer. Alors, j'ai fait le choix. J'ai dit à ma mère que j'avais trouvé un travail de tutorat le soir pour expliquer mon nouvel emploi du temps et mes futures nouvelles possessions. Le mensonge fut la première fissure dans les fondations de mon ancienne vie. Mon cœur battait avec un mélange de peur et d'anticipation exaltante alors que Sandrine m'introduisait dans le réseau. Mon premier placement fut un événement pour un homme d'affaires fortuné. On m'a donné une belle robe à porter et on m'a dit de simplement accueillir les invités à la porte et de m'assurer que leurs verres étaient toujours pleins. L'argent que j'ai reçu cette nuit-là était plus que ce que mon père gagnait en un mois. C'était comme de la magie, un sort dangereux et enivrant sous lequel j'étais bien trop prête à tomber. La vie facile m'avait trouvée. Les premiers mois furent un tourbillon d'opulence. Le monde des placements était un univers parallèle qui existait aux côtés du Libreville que je connaissais. Nous étions une sororité d'hôtesses, liées par nos secrets partagés et notre quête collective de richesse. Nous avions nos propres appartements dans les quartiers huppés de la ville, nos placards débordant de vêtements que nous ne portions qu'une seule fois, et nos téléphones qui vibraient constamment avec des invitations à la prochaine soirée exclusive. Nous vivions la vie dont nous avions rêvé, une vie étalée sur les pages glacées des magazines. Nous avions de l'argent, nous avions la liberté, et nous nous avions les unes les autres. Le lien entre nous semblait incassable, un bouclier contre le jugement du monde extérieur. La vie est devenue une performance. Nous avons appris à perfectionner nos sourires, à rire de blagues qui n'étaient pas drôles,
et à tenir des conversations sur des sujets que nous ne connaissions pas. Nous étions des objets décoratifs, beaux et silencieux, là pour rehausser le prestige des hommes qui payaient pour notre temps. L'argent était enivrant, et il créait une puissante illusion de contrôle. Nous croyions que nous étions intelligentes, que nous étions celles qui utilisèrent le système à notre avantage. Nous méprisions ceux qui travaillaient de 9h à 17h, les considérant comme des idiots naïfs qui ne comprenaient pas les vraies règles du jeu. Nous étions jeunes, belles, et pour un instant fugace, nous nous sentions invincibles. Cependant, le glamour n'était qu'un mince vernis sur quelque chose de bien plus sombre. Les hommes que nous servions n'étaient pas de simples hommes d'affaires. C'étaient des politiciens, des hauts fonctionnaires et de mystérieux expatriés dont les sources de richesse n'étaient jamais discutées. On nous a ordonné de ne jamais poser de questions, de ne rien voir et de ne rien entendre. Notre rôle était d'être présente, mais invisible. Toute fille qui devenait trop curieuse ou trop exigeante se retrouvait rapidement exclue du réseau, sa source de revenus étant instantanément coupée. Nous avons appris à compartimenter, à séparer la fille de la fête de la fille, qui rentrait chez elle le soir. C'était une tactique de survie nécessaire dans cette cage dorée dans laquelle nous étions volontairement entrés. Cette nouvelle vie a créé un fossé entre moi et ma famille. Mes visites à la maison sont devenues moins fréquentes, mes excuses plus élaborées. Je ne pouvais pas supporter le regard inquiet dans les yeux de ma mère ou les questions simples de mon père qui ressemblèrent à des accusations. Comment pouvais-je expliquer d'où venait mon argent? Comment pouvais-je justifier mes vêtements coûteux et mes nuits tardives? Les mensonges s'accumulaient, créant un mur si haut que je ne pouvais plus voir le monde simple et aimant que j'avais laissé derrière moi. Je me disais que c'était le prix du succès, le sacrifice nécessaire pour l'indépendance. Mais au fond de moi, un profond sentiment de solitude a commencé à prendre racine, un vide qu'aucune somme d'argent ou de vêtements de marque ne pouvait combler. La première fois que j'ai ressenti une vraie peur, ce fut lors d'un week-end à Pointe-Denis. Ce qui devait être une fête relaxante sur la plage pour un grand homme s'est transformé en quelque chose d'étrange et de troublant. Tard dans la nuit, on nous a conduits dans une partie isolée de la villa où un guérisseur traditionnel nous attendait. On nous a dit que c'était une cérémonie de purification pour nous apporter chance et protection. Des poudres étranges ont été saupoudrées, des incantations ont été murmurées, et on nous a fait boire une concoction amère dans une calebasse partagée. Mes amis ont participé sans poser de questions, leur visage serein, mais une froide terreur m'a envahi. Il ne s'agissait plus de charme ou de beauté. C'était autre chose, quelque chose d'ancien et de terrifiant que je ne comprenais pas. Ces pratiques bizarres sont devenues plus courantes. L'argent que nous recevions nous semblait souvent lourd, comme s'il portait une énergie sombre. Certains hommes disparaissaient pendant des semaines, pour ne revenir qu'avec des valises pleines d'argent et un regard hanté dans les yeux. Nous étions parfois tenus d'être présentes, lors de réunions étranges où des objets étaient échangés en silence et des symboles étaient dessinés sur le sol. Une des filles, Chantal, a commencé à faire des cauchemars terribles. Elle se réveillait en hurlant, affirmant voir des visages dans l'obscurité. Nous avons mis cela sur le compte du stress, mais sa peur était contagieuse. L'illusion d'être en contrôle se brisait, remplacée par la réalisation glaçante que nous étions des pions dans un jeu dont les règles dépassaient de loin notre compréhension. Le tribut psychologique était immense. Le besoin constant de jouer un rôle, de réprimer mes vrais sentiments, me laissait vide. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la personne qui me fixait. Mon rire sonnait faux. Mon sourire était un masque douloureux. La sororité qui avait semblé si forte a commencé à s'effilocher à mesure que la paranoïa et la jalousie s'insinuaient. Nous avons commencé à nous considérer comme des rivales. Qui était la plus favorisée? Qui gagnait le plus? Les biens matériels qui nous apportaient autrefois de la joie nous semblaient désormais des chaînes, nous liant à une vie qui vidait lentement nos âmes. L'argent facile avait un prix.
et nous le payions avec notre essence même. Le point de rupture est survenu un soir, lors d'une fête privée. Une dispute a éclaté entre deux des hommes puissants. L'atmosphère, autrefois joviale, est devenue hostile en un instant. Des gardes du corps sont apparus, les voix se sont élevées, et pendant un moment terrifiant, j'ai cru que la violence était imminente. On nous a ordonné de rester dans une pièce et de ne pas sortir. Blotti en silence, le glamour de notre vie s'est évaporé, ne laissant que la peur brute et primale. À ce moment-là, j'ai vu la vérité avec une clarté saisissante. Nous n'étions pas des reines, nous étions des captives. Nos vies et notre sécurité dépendaient entièrement des caprices d'hommes dangereux. L'argent n'était pas un cadeau, c'était une laisse. J'ai su alors qu'il fallait que je m'échappe avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai fui la fête dès que j'ai pu, laissant derrière moi mon sac à main, mes amis et la vie que j'avais construite. J'ai couru dans les rues sombres de Libreville, mon cœur battant d'une terreur plus purificatrice que n'importe quel rituel mystique. Je ne me suis arrêtée qu'en arrivant à la porte familière de la maison de ma famille. Ma mère l'a ouverte, son visage un mélange de choc et de soulagement. En la voyant, je me suis effondrée dans ses bras, les larmes que j'avais retenues si longtemps coulant enfin sur mon visage. J'ai tout avoué, les mensonges, les fêtes, l'argent, la peur. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une profonde tristesse et un amour inébranlable. Cette nuit-là, son étreinte était mon seul sanctuaire. Retrouver ma vie d'avant fut un processus lent et douloureux. La première étape fut de couper tous les ponts avec mes anciennes amies et le réseau. J'ai changé de numéro de téléphone et effacé tous les contacts qui me liaient à ce monde. Les premiers jours furent remplis d'une anxiété lancinante, une peur constante que quelqu'un vienne me chercher. Le monde qui avait semblé si glamour me paraissait maintenant un piège monstrueux. Le traumatisme de ce que j'avais vécu se manifestait par des nuits blanches et une profonde méfiance envers les autres. Le silence de ma maison familiale, autrefois source d'ennui, était maintenant un réconfort précieux, un bouclier contre le bruit et le danger auquel j'avais échappé. Des nouvelles de mon ancienne vie me parvenaient au fil des ans, chaque histoire plus tragique que la précédente. Sandrine, celle qui m'avait d'abord entraînée sur ce chemin, aurait sombré dans la folie, retrouvée errant dans les rues en parlant seule. Chantal, qui souffrait de cauchemars, serait morte dans des circonstances mystérieuses, sa famille n'ayant jamais reçu d'explication claire. D'autres ont simplement disparu, leurs profils de réseaux sociaux autrefois vibrants étant devenus silencieux. Leur destin était des rappels saisissants du prix de cette vie facile. Le mystère des rituels et de la source de l'argent sombre n'a jamais été résolu, restant un spectre obsédant dans mon esprit. Un témoignage des dangers cachés qui se cachent sous la surface d'une richesse apparente. Aujourd'hui, ma vie est simple. J'ai terminé mes études et trouvé un emploi modeste mais honnête. Je n'ai pas de voiture de luxe ni de placard rempli de vêtements de marque. Mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, la paix de l'esprit. J'ai ma famille, mon intégrité et moi-même. Quand je vois de jeunes filles enchantées par l'éclat de la richesse facile, mon cœur se serre. Je veux leur dire que la plus belle vie est celle que l'on construit de ses propres mains, honnêtement et patiemment. N'enviez pas l'éclat éphémère des autres, il cache souvent une profonde obscurité. Restez fidèle à vous-même. Écoutez cette petite voix de la conscience en vous. C'est la seule boussole qui peut vous guider en toute sécurité à travers les tempêtes de la vie. Votre âme vaut plus que tout l'argent du monde.